tout le monde, nous sommes lundi matin, c'est férié et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que vos lectures vous plaisent en ce moment. Moi je suis dans une épreuve non corrigée NAMI et j'accroche pas trop en fait. C'est très très subjectif bien sûr, c'est que mon avis. Ça parle d'un sujet qui ne me parle absolument pas, même si c'est plutôt bien fait. Il y a un côté assez psychologique, assez recherché, un peu, pas onirique, mais comment dire, oui, psychologique et bref, voilà, c'est un sujet qui ne me parle pas du tout. Mais voilà, je pense que ça pourra intéresser de nombreuses personnes. C'est bien écrit. Je trouve ça un peu long malgré le fait qu'il fasse moins de 300 pages. J'arrive bientôt à la fin là. Mais j'avoue que je me lasse un tout petit peu de cette histoire. Même si l'idée de base est assez intéressante, je trouve que ça part après dans une autre direction qui moi ne me parle pas du tout. Voilà, donc ça c'est pour ma lecture en cours. J'ai commencé aussi Maya Angelou, je sais pourquoi, Chante l'oiseau en cage, que j'écoute à l'audio et c'est parlé par, enfin c'est narré par Barbara Hendricks, qui est une cantatrice américaine, je crois. Et en fait, j'ai vu qu'elle était suisse à la base et elle a un formidable accent américain, je trouve ça génial. Elle parle très très bien français, elle lit comme ça en anglais, donc enfin en français avec son accent américain, donc c'est hyper plaisant. Je suis très surprise de cet audiobook, je m'attendais pas du tout à ça parce que quand j'ai vu que c'était lu par Barbara Hendricks, je me dis mince, c'est en anglais. Et ben non, pas du tout. Donc voilà, je suis vraiment au tout début, hein. J'ai lu 25 pages. Je suis au chapitre 3, les chapitres sont pas très longs et on découvre donc l'enfance de Maya Angelou dans l'Amérique raciste, anti-noir, voilà, dans les années 60 et on va découvrir un petit peu plein de petites anecdotes comme ça sur sa famille, sur les gens qui l'ont marqué, je pense, et c'est très intéressant, très enrichissant. Voilà, à part ça, je me suis fait une réflexion des lectures qui me sont imposées, mais très gentiment, très positivement, notamment les lectures NAMI, parce que je suis lectrice NAMI, et les lectures 10-18, parce que je suis jury du prix Polar Historique 10-18. Là, j'ai lu le premier, qui s'appelait Fond Noir, que je n'ai pas aimé, parce que c'était pas mon style de lecture policière, on va dire. NAMI, là, j'ai fait 2 lectures moyennes. J'ai été interrompue, du coup je reprends là. Je disais donc que j'avais fait 2 lectures moyennes chez NAMI, non pas qu'elles soient mauvaises, mais ça m'a moyennement emballée en fait. Je ne me sentais pas trop concernée par les sujets, donc je suis un peu embêtée et je me remets en question en me disant j'ai tendance à choisir mes lectures parce que ça me tente et pas parce qu'on me les impose. Là, j'ai des lectures imposées, NAMI et 10-18. Et le risque, c'est de tomber sur des livres qui ne me plaisent pas. C'est le jeu, voilà. Après, moi, je suis curieuse, donc je sais où je vais. Mais quand même, j'aimerais bien, là, du coup, avoir une lecture 10-18 qui m'accapare, qui me prenne, qui m'agrippe et qui me lâche pas et qui m'intrigue et qui me plaise. Et la prochaine lecture NAMI, c'est aussi une ENC que je dois rendre le 23. J'ai commencé le début, je trouvais ça assez intéressant, donc à voir pour la suite. On lit les Radley en lecture commune de Matt Haig à partir de jeudi. Et j'ai aussi le Noël aux 4 cafés et Quand le jardin refleurira. Donc j'ai 3 NAMI que je vais lire, en sachant que ce ne sont pas des ENC, des épreuves non corrigées, mais des livres qui sont déjà sortis, qu'on m'a gentiment envoyés, que le NAMI m'a gentiment envoyé. Donc je me dis, des fois, c'est ça qui est marrant, c'est que ce ne sont pas des livres que j'ai choisis, on me les a envoyés en voie sauvage, donc je ne suis pas obligée de les lire. Mais je suis partenaire, je suis lectrice NAMI, donc logiquement, je les lis parce que voilà, je fais partie de cette aventure-là et que je veux être au plus près de ce qu'ils publient cette année. Donc voilà, c'est un petit peu le jeu. Mais pour 10-18, c'est vrai que je me dis, bon, là, lorsque tous trahiront, parle d'espionnage d'un personnage après la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que c'est pas un roman vers lequel je serais allée. Donc il y en a 6 en tout. Et je crois que le 3e, on va le recevoir en décembre. Donc c'est très ponctuel et c'est parfait. Et je n'ai pas d'overdose de ces romans-là. Donc c'est pour ça qu'entre-temps, je peux lire des romans aussi qui me bottent et qui me plaisent vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je me dis, mince, c'est le jeu, en fait. C'est le jeu et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais tu te dis, ah, zut, j'ai envie d'avoir un coup de cœur avec NAMI. Alors autant la première ENC que j'ai lue était super bien. Ça sort en janvier. Il y en a pas mal qui sortent en janvier, qui sortent le même jour d'ailleurs. C'est vraiment pas mal. L'atelier de poterie, là, vous allez voir, c'est exactement ce qu'on attend d'un roman NAMI et ça fonctionne très bien. Moi, ça a très bien fonctionné sur moi.
Les autres, voilà, j'en ai eu un autre qui était court, qui va sortir en poche, qui est bien, qui est poétique. Mais la fin, voilà, des interrogations sur la fin. Et puis là, du coup, les deux autres, bon bah... Donc ça fait un peu boum, boum, boum. Donc j'espère que après ça va remonter avec celui que je vais lire ensuite. Mais voilà, encore une fois, c'est le jeu. Bref, c'est des petites réflexions que je me fais moi. Voilà, je suis en train justement de terminer là l'épreuve Nami. Il me reste 10 pages, je crois. Donc j'arrive vraiment à la fin, donc je vais pouvoir écrire ma chronique. Et ensuite, eh ben, je vais commencer La femme silencieuse. J'ai envoyé un message à Emmanuel, elle m'a pas répondu. Je vais commencer, peut-être je vais lire juste l'intro pour voir un peu ce que ça donne. Et puis peut-être que j'avancerai en papier finalement cette lecture-là. Jusqu'à demain, et puis je verrai demain si Emma me répond. Et qu'on puisse commencer La femme silencieuse sur Sylvia Plath et Ted Hughes. Voilà, bon bah je vous laisse et je vous retrouve demain. On est toujours lundi et je viens de regarder des extraits d'une interview de Truman Capote, ça se dit bien Truman Capote, qui parlait de sang-froid, tout ça, et après j'ai regardé sa biographie Wikipédia. Le mec est devenu complètement fou en fait, il a sombré dans l'alcool après ça, parce qu'en fait il s'est pris d'amitié pour un des meurtriers. Et il voyait en lui comme un miroir de ce qu'il aurait pu être s'il n'avait pas été écrivain. Donc ça l'a beaucoup affecté. Et Truman Capote est mort dans les années 80, je crois. Et du coup, moi j'ai emprunté à la médiathèque le film sur Truman Capote avec Philip Seymour Hoffman. Drôle de coïncidence puisque j'ai regardé Good Morning England il y a quelques jours et que le conte, c'est cet acteur-là. Et il est mort il y a 10 ans, je ne savais pas du tout. Et je regarde d'autres interviews de Truman Capote et je tombe sur une interview de James Ellroy parlant de Truman Capote. Et James Ellroy, que je n'ai jamais lu, cite un livre donc de sang-froid, en anglais s'appelle In Cold Blood. Et James Ellroy cite un livre qui s'appelle In Cold Fact, des faits froids, qui était un livre sorti après de sang-froid, où sont évoqués les faits réels des meurtres et des arrestations et de ce qui s'est vraiment passé, parce que visiblement Capote a pas mal romancé les choses et modifié des éléments. Donc ça m'intrigue beaucoup. Donc je ne sais pas démêler le vrai du faux. J'attends de voir le film aussi pour voir le lien. Je voudrais vraiment être au plus près du truc, mais je me pose des questions quand même sur ça. Voilà, si vous avez des infos, elles sont les bienvenues. Vous êtes peut-être plus expert que moi sur Truman Capote. Mais je suis très curieuse en fait, parce que je pense que ça peut être très intéressant, ça rend vraiment ce bouquin encore plus monumental dans l'histoire de la littérature américaine, et c'est très intéressant. Voilà. Mardi après-midi, vous êtes posé sur mon PC parce que je suis en train de regarder Montreuil. Les dédicaces sont tombées et j'ai toujours un peu de mal parce que je connais pas forcément les auteurs que j'ai envie de voir en dédicace, en sachant que moi Montreuil, je vais y aller probablement vendredi jusqu'à 14h, 15h et lundi matin. Voilà, c'est le moment où il y a presque personne en fait de gros auteurs, mais c'est pas grave, j'y vais pas forcément pour ça, mais ça me donne surtout envie de regarder les titres un peu jeunesse, young adulte, et j'ai posé la question là à l'instant sur Instagram pour avoir des recommandations, enfin à l'instant il y a une heure, pour avoir des recommandations de livres jeunesse, young adulte, plutôt tendance SFFF, avec une héroïne un peu féministe, un peu badass. Alors féministe, entendons-nous, plutôt dans le genre équité, homme-femme, égalité, où il n'y a pas de triangle amoureux, où il n'y a pas de patriarcat, encore une fois c'est au sens très large, mais voilà, destiné pour un public jeunesse ou young adulte ou même adulte, plutôt dans un univers fantasy fantastique, parce que j'en lis pas et que je serais curieuse et que je voudrais savoir s'il y a des bouquins qui existent par rapport à ça, où l'homme ne prend pas le pas sur la femme, où il n'y a pas de triangle amoureux, où la femme se demande avec quelqu'un elle va sortir, avec lequel ça va finir. Non, limite, il n'y a pas en fait d'histoire d'amour, mais il y a vraiment une histoire peut-être plus historique en fait. Je crois que j'ai envie d'un roman SFFF historique, et là j'ai des titres qui me tentent de fou. Il y en a deux que j'avais notés. Il y a 100 fois ni loi de Marion Brunet, qui est chez PKJ, qui me tentait déjà beaucoup. J'ai lu L'été circulaire d'elle, qui n'a rien à voir, c'est un roman plutôt contemporain, adulte.
Et il y a aussi Reine de l'Ouest de H. Lenoir chez Sarbacane, qui est un roman dont vous êtes le héros, ou, enfin pas vous, un roman, si peut-être dont vous êtes le héros, où vous décidez en fait à la fin, je crois, de chaque chapitre, quelle tournure va prendre l'histoire. Donc il y a genre, bon bah voilà, si vous décidez que machin va aller au pub, ben, vous allez au chapitre 12. Si vous décidez qu'elle va aller voir sa copine, je sais pas quoi, vous allez au chapitre 8. Et donc comme ça, il y a plusieurs histoires dans l'histoire. C'est je crois un gros pavé de 600 pages, grand format, mais potentiellement vous lisez pas tout d'un bloc. Et ça me fait d'ailleurs penser au bouquin de Fabien Olicard qui s'appelle La Harpe des 4 saisons, qui est un roman comme ça, dont vous êtes le héros. Et comme moi j'en ai jamais lu, il me tente énormément. Donc peut-être que je craquerai à un moment donné, il est possible. Mais Reine de l'Ouest me tente beaucoup. Et sinon, une trilogie qui me tente depuis la sortie grand format, j'ai regardé, je crois que c'est 2016, c'est Lady Hélène, le club des mauvais jours, qui la ressort en poche chez Gallimard Jeunesse et les couvertures sont magnifiques. Donc voilà, ça me tente beaucoup, je pense que je vais finir par craquer parce que ça fait un peu 8 ans en fait qu'il me tente. Et sinon, c'est le Grenier d'automne qui m'a conseillé 3 romans, dont 2 de Karine Martins. Un qui s'appelle Ceux qui ne peuvent pas mourir, qui a l'air vachement bien. Et le deuxième c'est Déviance, le masque de cire. Apparemment c'est un tome 1, il est sorti récemment, mais il est auto-édité, tandis que l'autre est sorti chez Gallimard Jeunesse, comme Lady Hélène. Donc pas impossible que je craque aussi. Et il y a aussi de Maëlle Desartes de chez, enfin c'est publié chez Rajo, c'est Caméra Obscura, voilà, qui me tente aussi beaucoup. Je vais peut-être mettre les images là, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. En tout cas voilà, les 6 qui me tentent beaucoup. Je vais pas faire plus 6 dans la palle pour Montreuil, en sachant qu'il y a Noir sur Ormesson là qui arrive ce week-end. Mais en tout cas voilà, c'est des titres vraiment qui m'intriguent et qui je pense peuvent me plaire dans les catégories jeunesse, young adulte. On va dire SFFF large, mais peut-être plus historique en fait. Je crois que j'aime les romans historiques, clairement. Et je suis curieuse, donc je vais vers plein de choses différentes. Et je pense que cela peut me plaire. Voilà. Si vous en connaissez d'autres, alors j'ai eu plein d'autres recommandations. Je vais aller vite fait sur mon compte Insta et sur mes messages pour voir la conversation avec toutes les recommandations. Vraiment, si vous ne connaissez pas le Grenier d'automne sur Instagram, suivez-la parce que c'est une mine. Je crois qu'elle est partenaire du Book Club Gallimard Jeunesse, il me semble. Et il y a beaucoup de titres. Donc voilà, elle lit énormément, elle a des avis très détaillés, elle fait des superbes photos. Et voilà, c'est un peu une référence pour moi aussi. Et je lui ai demandé si elle a lu le dernier Christelle Dabos et elle me dit qu'elle a abandonné le précédent. Elle n'a pas lu La Passe Miroir. Oh, quoi Sinon, Larry Spem, voilà, Les Mystères de Larry Spem, que moi j'avais adoré. Elle m'a conseillé aussi Méduse de Jessie Burton. Pourquoi pas, je vais le noter aussi peut-être. Starling House de Alix F. Arrows. Et c'est chez... Le Rayon Imaginaire, en tout cas la couverture est magnifique. Caméra Obscura donc. Ceux qui ne peuvent pas mourir. Lady Hélène. Les filles qui ne mourraient pas de Karen Melgrove Hargrave, qui a écrit La Danse des damnés, que je lis en novembre et qui me tente aussi beaucoup. Donc Deviant, ça j'ai noté aussi. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, allez voir sa page parce que vraiment c'est une mine niveau analyse de livres, critique de beaucoup de styles différents. Et elle m'a conseillé aussi The Beer and the Night Nail de Catherine Arden. Mais c'est en anglais. Donc voilà, je vais peut-être pas y aller pour l'instant. Donc voilà, je suis très contente. Donc merci beaucoup Emma. Et ah oui, Le Temps des sorcières. Qu'elle a trouvé un peu long. Le Temps des sorcières, c'est de qui? Ah, il y a aussi Un thé pour les fantômes. Comme ça, c'est un... Attendez, Le Temps des sorcières. Un thé pour les fantômes, je crois que c'est SFFF. Mais... Ah oui, je l'ai vu passer. De Alix E. Arrow. Ah, mais elle a peut-être écrit autre chose entre-temps. Ah oui, 736 pages. 600 en grand format chez Hachette. Est-ce que c'est elle qui a écrit... Ah là là, Starling House, voilà, c'est elle qui a écrit Starling House, qui lui est aussi gros, qui est sorti en octobre, là, qui vient de sortir et qui a l'air absolument magnifique. Donc voilà, j'essaierai de voir si je vous mets ces images-là. En tout cas,
Merci pour les recommandations, parce que j'en ai vraiment plein. Et comme je suis un peu dans les salons et que Montreuil fait un peu de bruit et qu'on le voit un petit peu partout, comme je vois passer les maisons d'édition dans ma barre de recherche, en fait, des posts, en fait, les auteurs en dédicace, et bah j'y vais, je me dis, oh celui-là il est beau, oh, celui-là il me tente bien. Alors que ni dans la wishlist, ni rien du tout, clairement, hein, c'est pas programmé. Mais peut-être que je me l'ai programmé pour l'an prochain. En sachant que là, tous les romans que je vous ai cités, j'ai l'impression que c'est que des autrices. Donc nickel. Nickel chrome, voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai commencé un peu La Femme silencieuse, j'ai lu 50 pages, c'est très très intéressant. Assez érudit, je trouve, assez exigeant au niveau de l'écriture, parce que ça demande vraiment de se poser et de réfléchir un peu sur la manière dont Ted Hughes et surtout sa sœur, j'ai l'impression, a effacé. Sylvia Plath a modifié un peu certaines choses de son journal, parce qu'elle avait les droits de l'œuvre littéraire, je crois, un truc comme ça. Donc c'est assez flippant, mais c'est très bien écrit, très bien documenté. Mais ça demande un peu de temps. Puis j'attends Emmanuel, finalement je devais lire avec elle, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va me rejoindre. J'ai commencé en audio, je vous l'avais dit, je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, et en fait je l'ai continué en papier. Et j'ai presque atteint la moitié, parce qu'il se lit vraiment bien. Alors il se lit bien, et en même temps c'est plein de moments de son enfance. Certains c'est terrifiant, assez brutaux, assez crus aussi, sur les conditions des Noirs en fait, des États-Unis dans les années 30. Ouais, c'est ça. Dans le sud des États-Unis, peut-être. J'ai un doute. Arkansas, c'est pas du tout, c'est pas dans le sud. Bref, dans les États-Unis, ségrégation et compagnie, et elle a vécu une expérience assez traumatisante quand elle avait 8 ans. Voilà, c'est très beau, c'est très poétique, mais parfois c'est un peu indigeste. Même si ça se lit vite, voilà, il y a des moments où je trouve ça un peu brouillon, des moments où c'est hyper intéressant, elle va décrire une situation, un personnage, le lien avec elle ou avec lui, et d'autres moments où elle passe un peu du coq à l'âne, mais bon, c'est intéressant, c'est une autobiographie, elle raconte un petit peu comment elle a vécu les choses de façon très, comment dire, fulgurante des fois, et elle emploie j'aurais aimé, je suis pas très claire dans ce que je vous dis, j'aurais aimé que ça soit plus paragraphé, si vous voulez. Là c'est plutôt des blocs, en plus c'est l'autobiographie, donc il y a peu de dialogue, à part quand elle rapporte des dialogues, donc c'est pas très fluide à la lecture, même si ça se lit vite, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est très intéressant, bien sûr, parce que Maya Angelou est une femme, je pense, très intéressante. Et moi, j'avais lu son recueil de poèmes qui était très, très, très beau. Mais voilà, c'est intéressant. James Baldwin dit que je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, libère le lecteur simplement parce que Maya Angelou met en scène sa vie avec une maîtrise émouvante et une lumineuse dignité. Les mots me manquent pour décrire un tel exploit, mais je sais que jamais depuis les jours lointains de mon enfance, lorsque les personnages du roman étaient plus réels que les gens que je voyais tous les jours, je me suis sentie à ce point émue. C'est vrai qu'il y a des moments où on sent le point de vue de l'enfant qui raconte, et à travers la plume de la femme. Très intéressant. Je continue et je vous reprends probablement jeudi, parce que demain j'aurai pas le temps du tout. Nous sommes jeudi matin, je suis un peu speed, mais j'ai un peu le temps de vous parler avant de partir. J'ai terminé, plutôt que prévu, Maya Angelou. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou. Finalement, je l'avais pris en audio et en fait, j'ai dû écouter 1 heure en audio. C'est pas très grave, c'était quand même intéressant avec la voix de Barbara Hendricks, c'était cool. Et donc je l'ai terminé en papier hier soir, il se lit très bien. Et en fait, au début, je vous disais que c'était peut-être un peu brouillon parce que c'était les souvenirs d'enfance. Et à partir du moment où elle grandit un peu plus et qu'il y a cet événement justement assez terrible qui se passe quand elle a 8 ou 9 ans, ça devient un peu plus fluide parce que peut-être que ses souvenirs sont plus clairs, je ne sais pas. Mais j'ai un peu plus accroché. Donc voilà, c'est une très belle lecture, bien écrite. Elle a quand même vécu des choses assez dingue en fait auprès de sa famille, de ses amis, des villes dans lesquelles elle a grandi, des écoles qu'elle a côtoyées aussi. C'était une femme très, très intelligente et très curieuse. Elle parle de Jane Eyre, elle parle de Dickens, de tout ça, et c'était vraiment très intéressant. Donc j'ai vraiment bien aimé. Après je pense pas lire la suite. Je sais qu'elle a écrit, je crois, 6 tomes de ses mémoires. Tant que je serai noire, ça je sais que ça fait partie de sa biographie aussi. Mais je ne sais pas exactement. Alors là, ça s'arrête quand elle a son premier enfant. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Lady B, non, c'est pas ça. Tant que je serai noire. Voilà, ça débute en 57.
Et là, je ne sais pas, ça doit s'arrêter après la Seconde Guerre mondiale, donc je ne sais pas s'il y en a un autre. Oh, quoique, si, remarque. Je sais pas. Elle en a plein. Elle en a 6, hein, je crois. Du coup... Ouais, je sais pas. Mais elle a plusieurs romans comme ça, autobiographiques. En tout cas, je suis contente de l'avoir lu, de l'avoir relu, parce que comme ça, j'ai une idée de ses poèmes et une idée de sa prose aussi. Et c'était très enrichissant, donc voilà, très contente de l'avoir lu. Je passe maintenant au Radley de Matt Haig. Matt Haig, j'ai eu 2 expériences avec lui. La bibliothèque de minuit que j'ai adorée, que j'ai eu en VO. Désolée, on m'a interrompu, j'ai eu un petit coup de fil. Donc, Matt Haig, j'ai eu 2 expériences. La bibliothèque de minuit que j'ai adorée en VO. Et Une vie impossible que j'ai abandonnée parce que je n'accrochais pas du tout à la tournure des événements. Mais je suis quand même curieuse de savoir un peu ce qui se passe dans ce bouquin, à savoir comment ça se finit, quitte à, je le dis ouvertement, quitte à lire le début de chaque chapitre, voir où ça mène, et peut-être lire la fin, les 50 dernières pages pour voir le dénouement. Parce que j'avoue, j'ai pas envie de lire chaque mot de ce livre, vu que j'ai pas envie de me provoquer une panne de lecture, mais je suis curieuse de savoir la fin. Donc voilà, je vais peut-être faire ça. Et en attendant, je commence donc les Radley en lecture commune avec plusieurs filles du groupe Nami, des lectrices Nami, mais d'autres personnes aussi sur Instagram. C'est un beau bébé, hein, il fait 400 pages. Il a été publié en 2010, et je pense que Nami a dû récupérer les droits pour les livres de Matt Haig. Parce que là, ils en ont publié donc 2. Une vie impossible, celui-là, et ça m'étonnerait pas qu'ils en... Voilà, 2010, chez Albin Michel, il était sorti. Et ça m'étonnerait pas qu'ils en sortent un peut-être encore en 2025, parce qu'il en a écrit pas mal en fait. Notamment The Comfort Book, je crois, mais je sais pas si c'est en VF, s'il est en VF, bref. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lire le début, et le premier chapitre est juste parfait. Ça me fait penser à Harry Potter. Vous savez, cette histoire de zoom, quand on zoome sur la maison avec les... J'allais dire les Radley, non, les... Weasley, non, c'est pas Weasley, comment ils s'appellent? Vous savez comment ils s'appellent, les oncles et tantes de Harry Potter. Bref, ça s'appelle... Donc le premier chapitre s'appelle 17 Orchard Lane. C'est un coin tranquille, surtout la nuit. Trop tranquille, penseriez-vous, pour abriter le moindre monstre dans ces jolies allées ombragées. Et de fait, à 3 heures du matin, dans les rues de Bishop's Drop, il est facile de croire le mensonge dans lequel se complaisent ses habitants, à savoir que c'est l'endroit idéal pour de bonnes gens paisibles qui mènent une vie sans histoire. À cette heure, on entend d'autres sons que ceux de la nature elle-même. Le ululement d'un hibou, l'aboiement lointain d'un chien, ou par une nuit venteuse, le murmure ténébreux de la brise dans les sycomores. Même si vous vous postiez dans la grande rue, juste devant la boutique de déguisement, le pub ou les traiteurs aux gloutons affamés, vous entendriez rarement le bruit de la circulation et ne verriez pas le graffiti insultant qui décore l'ancien bureau de poste, tant encore que le mot taré soit lisible avec un petit effort. En dehors de la grande rue, si vous alliez vous promener la nuit dans un endroit tel que Orchard Lane, vous passeriez devant des maisons anciennes où habitent avocats, médecins, comptables, et vous trouveriez toutes les lumières éteintes ou leurs rideaux tirés de façon à se calfeutrer pour la nuit. Ou du moins, avant d'arriver au numéro 17, où vous remarqueriez à travers les rideaux une lumière à une fenêtre d'en haut. Et si vous vous arrêtiez un instant pour inspirer cet air nocturne, pur, frais et réconfortant, vous verriez d'emblée que, lumière mise à part, le numéro 17 est une maison parfaitement assortie à celle qui l'entoure. Peut-être pas aussi imposante que sa plus proche voisine, le numéro 19, avec sa large allée d'accès et son élégant allure régence, mais malgré tout une maison qui tient son rang. Elle a exactement l'aspect qu'on attend d'une maison familiale de village. Grande, ni trop peu, sans rien de déplacé ou de tape à l'œil. Une maison de rêve à bien des égards, comme vous le dirait n'importe quel agent immobilier, parfaite pour y élever des enfants. Mais au bout d'un moment, vous remarqueriez qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, remarquer n'est peut-être pas le mot adéquat. Vous ne vous rendriez peut-être pas compte consciemment, que même la nature paraît plus silencieuse autour de cette maison, et qu'on n'y entend ni chant d'oiseaux, ni d'autres bruits. Mais un instinct vous pousserait peut-être à vous interroger sur cette lumière allumée, et vous sentiriez comme un froid sans rapport avec l'air de la nuit. Si cette impression se confirmait, elle pourrait devenir une peur qui vous pousserait à quitter les lieux et à fuir, mais vous ne le feriez sans doute pas. Vous regarderiez la jolie maison, le monospace garé dans l'allée, et vous vous diriez que vous êtes devant la maison d'êtres humains tout à fait normaux, qui ne représentent aucune menace pour le monde extérieur. Si vous en arriviez à cette conclusion, vous seriez dans l'erreur, car le numéro 17, Orchard Lane, est la maison de la famille Radley, et en dépit des efforts considérables que déploient ses membres, ils sont tous sauf normaux.
je trouve ce premier chapitre parfait, voilà. Et les chapitres là sont très très courts, j'ai regardé un petit peu, ça fait des fois 1 page ou 2 pages, donc ça se lit super super vite je pense. Il fait 448 pages et voilà, je pense que je vais un peu le dévorer entre aujourd'hui et dimanche. C'est ce que j'ai prévu, donc voilà, ça va être cool. Niveau audio, j'ai juste enclenché Les Nuits de la Peur Bleue de Rick Foissy, qui est le tome 3 du Bureau des Affaires Occultes, que je vais continuer ce soir parce que je prends la voiture, que je vais continuer samedi parce que je vais à Noir-sur-Ormesson, et qui me fera une bonne partie, enfin novembre je pense, j'imagine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je n'ai rien dans la boîte aux lettres et c'est très bien comme ça. Je vous reprendrai demain, je pense, et je filmerai Noir-sur-Ormesson pour clôturer le vlog dimanche, j'imagine. On est toujours jeudi et je suis rentrée déjeuner chez moi avant de repartir ce soir. J'ai commencé les Radley. Voilà, je suis en train de bouffer ce bouquin, il fait 400 pages, hein, et j'en suis à la page 175. On avait un découpage avec les filles, hein, et puis arrivé à la page 75, j'ai fait non, 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 je ne m'arrêterai pas là, c'est pas possible. Donc de toute façon, j'avais prévu de le lire jusqu'à dimanche. Clairement, il sera fini avant, parce que là, si juste en un aller-retour, j'ai fait 175 pages, croyez-moi que je vais vite le dégommer. Et en fait, j'ai complètement zappé, mais demain, je vais voir un spectacle de danse avec mes élèves. Et je pense que je vais aller en transport. Ça sera vachement plus simple, parce que pour se garer, puis les bouchons, ça va être une catastrophe. Donc, voilà, lecture encore une fois. Et je pense que je le finirai samedi. Voilà, comme ça, j'ai un petit peu d'avance. Et après, j'avais prévu... Ah oui, Lorsque tous trahiront, de 10-18, exact. Après, je lis Anne et sa villa de rêve. Après, j'ai La Cité des damnés. Et après, j'avais prévu de lire La nouvelle épreuve non corrigée de Nami, qui fait presque... Si, qui fait 400 pages, je crois. Qui est à rendre pour fin décembre. Mais voilà, si je prends de l'avance, c'est pas plus mal. Donc voilà. Et puis après, on passera tranquillement au mois de décembre. Déjà, ça passe super vite. Hein. En fait, ce matin, quand je suis allée... je donne les cours en école. Et avant, je vais dans les écoles pour faire les plannings avec les instituts. Et... j'ai le souvenir de certaines écoles où je suis dans certaines périodes de l'année où il fait froid. Et là, il faisait froid. Et j'avais le souvenir de dire « Ah, c'était déjà il y a 1 an où il faisait froid. » En même temps, il a fait froid toute l'année cette année. Mais de me dire « Waouh, c'est déjà presque l'hiver. » Il fait déjà une température de 5 le matin, 10 l'après-midi. Il fait gris, on sort les manteaux. Ça y est, j'ai sorti la doudoune, la grosse écharpe. Et l'année passe, quoi, donc ouais, ça passe très très vite. Bref, tout ça pour dire quoi, que je vais avancer ça, et que j'aime beaucoup, c'est hyper drôle. C'est dingue comment Matt Haig réussit à faire plein de choses sur plein de sujets différents. Il est très éclectique comme auteur, j'ai l'impression, et autant La bibliothèque de minuit était un peu était bien moralisateur et développement personnel, mais dans le bon sens, j'ai beaucoup aimé. Autant Une vie impossible est aussi développement personnel, mais plus... maladroit, je trouve, mais encore une fois, j'ai vraiment envie de le reprendre en fait, parce que je voudrais savoir comment ça se termine. Et autant celui-là est super drôle, vraiment, on a l'impression d'avoir la famille Dracula qui habite à Wisteria Lane, quoi. C'est vraiment, c'est très très drôle. C'est donc l'histoire d'une famille, les 2 parents et leurs 2 enfants, qui sont des vampires, mais qui cachent à leurs enfants qu'ils sont des vampires. Jusqu'au jour, enfin, cette famille vit tranquillement à Orchard Lane, je crois, ou je sais plus quoi. Je vous l'ai lu ce matin. Et la fille se sent mal, elle vomit tout le temps, ça va pas du tout, elle veut devenir végane, tout ça, elle veut plus manger de viande et tout. Et en fait, moins elle mange de viande et plus elle se sent mal, en fait. Et ses parents savent très bien pourquoi, mais ils ne veulent pas lui dire, jusqu'au jour où il y a un événement terrible qui va se passer, qui va faire que les parents vont être obligés de révéler le secret à leurs enfants. Je vous en dis pas plus, parce que c'est déjà beaucoup ce que je vous révèle là, mais voilà, je vais pas dire c'est bien écrit, mais c'est hyper fluide. Il y a du dialogue, il y a des personnages, c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est caricatural de chaque personnage de ce genre de roman qu'on attend, en fait. La famille
parfaite avec les 2 enfants, le frère du mari qui est un petit peu mauvais garçon, mais je ne vous dis pas pourquoi, qui revient un petit peu dans la vie de son frère, tout ça, les voisins qui ne doutent de rien, oui, c'était très Desperate Housewives, mais avec des vampires, quoi. J'adore, franchement, j'adore, je trouve ça très divertissant. Donc j'aime beaucoup cette lecture. Et c'est pour ça que ça me donne envie de reprendre Une vie impossible, en fait, et de lire d'autres Matt Haig, parce que vraiment, pour la bibliothèque de minuit, ça a été une excellente lecture, et même si c'était moralisateur et très développement personnel, moi j'avais vraiment adoré. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les titres des autres, j'ai mon PC là, j'ai peut-être faire ça, des autres romans de Matt Haig, mais je sais qu'il en a écrit plein, donc j'en profite. Ah oui, je vous ai pas dit, je vais à Montreuil, et j'ai regardé un petit peu toutes les dédicaces, les maisons d'édition, machin, et j'ai vu que Gallimard Jeunesse faisait de très belles parutions, et que il y avait actuellement un petit formulaire à remplir pour devenir partenaire. Et je me suis dit, ah là là, allez, on tente. Donc j'ai rempli le petit formulaire en me disant, je vais jamais être choisie, c'est possible, parce qu'il demande dans les questions quel est votre dernier coup de cœur de Gallimard Jeunesse. Et j'ai fait Harry Potter. Je lis pas ou peu de jeunesse, voilà. Et j'en ai discuté avec Emma aussi, qui m'a dit t'aurais dû dire Les Mystères de Larry Spem. Et effectivement, j'avais adoré cette saga, c'était génial, mais c'est sorti quand? Enfin, c'est sorti il y a super longtemps. Et donc voilà, j'ai expliqué que je voulais lire plus de fantasy et de jeunesse en 2025. J'ai quand même un compte alimenté que par des lectures, bien sûr, mais pas forcément jeunesse, donc je ne sais pas sur quoi il se base. Je pense qu'il cherche quand même des lecteurs assez éclectiques. J'espère, j'imagine. Et en même temps, je me dis, s'ils ne me choisissent pas, je sais pourquoi. Et s'ils me choisissent, ça sera la bonne surprise. Donc on a jusqu'au 2 décembre pour s'inscrire. D'ailleurs, je vous laisse, c'est sur la page Instagram Gallimard. Non, ne vous inscrivez pas, ça me fait de l'ombre. Ah oui, il a écrit Un garçon nommé Noël. Mais oui, c'est ça que je voulais lire. Mais je pourrais carrément le prendre à Montreuil. Ah, mais je pourrais le prendre en VO aussi. Peut-être mieux en VO. Ouais, c'est de la jeunesse, je vais le prendre en VO. A Boy Called Christmas. En fait, il a écrit Un garçon nommé Noël, La fille qui a sauvé Noël, Le Père Noël et moi, et une souris nommée Mika. Mais c'est Noël, ça aussi? Ah oui. C'est tout à fait Noël. C'est tout à fait Noël. Un jeune... Voilà, c'est ça. Une souris, blablabla, blablabla. Oui, il y a des trolls et de la magie. Bon, on va... Ah non, c'est un hors-série. Donc, il y a 3 tomes. Un garçon nommé Noël. Je me rappellerai toujours de Piketty qui ne donnait que du bien de ce bouquin il y a longtemps, oui, parce qu'il est sorti en 2016 quand même, hein. 2015 en anglais. Et ouais, je pense qu'il fait 272 pages, je pense que je vais me le prendre en anglais. Je vais me le prendre en anglais. Et ça sera peut-être une... Ah non, une fois que je me surcharge de lecture, au mois de décembre, j'ai trop de choses déjà. Donc Matt Haig, il a écrit ça. Et donc je me suis inscrite pour Gallimard Jeunesse. Et s'ils me prennent, et bah tant mieux. Ça sera vraiment la grosse surprise. Mais ouais, j'ai envie de mettre un peu plus un pied de plus dans la jeunesse, dans la fantasy, SFFF, tout ça. Parce que je sais qu'il y a des très bons romans. Tous ceux que j'ai notés, dont je vous ai parlé, je sais que potentiellement, je peux vraiment les aimer. Selon mes critères. Je choisis selon les critères de lecture que je vais aimer. Donc je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais ce que je recherche dans un bouquin, je sais ce que je ne veux pas rencontrer dans un bouquin. Et à partir de là, je fais une sélection. Donc potentiellement, ceux qui restent, eh ben, c'est tout bénef. Voilà, sinon il a écrit, Matt Haig, la saga Samuel Blink en 2007 et 2010, La forêt interdite, qui est jeunesse, chez Bayard, et ça c'est pas traduit. Ok. Et en one shot, il en a écrit plein. Débranchez-vous, oui, il fait beaucoup de développement personnel. Débranchez-vous, donc ça doit être sur les internets, j'imagine. Oui, tout à fait. Comment trouver son équilibre dans un monde survolté? C'est chez Point Vivre. Ah bah dis donc, c'est chez Point. Et c'était sorti chez Philippe Ray en 2018. 2018-2019. How to Stop Time. Ok. Humans en 2013. La bibliothèque de minuit. Le livre du réconfort. C'est sorti. Ok. Qui est sorti en 2021. D'accord. Chez Philippe Ray aussi. Donc ils ont dû racheter les droits à Philippe Ray, je pense, Nani. Rester en vie, ça date de 2015, et c'est quoi? Livre de poche et Philippe Ray, avant, qui a l'air d'être, oui, c'est une histoire, un roman,
Vaincre sa maladie, blablabla, rester en vie, nanana, force et optimisme. Ok, donc un peu développement personnel à partir d'un roman aussi. The Truth Pixie. Et il y a The Truth Pixie Goes to School, donc ça doit être du jeunesse, absolument. Voilà. To Be a Cat, en 2012, et donc Une vie impossible, plus récemment. Voilà, donc je pense qu'ils ont peut-être... je sais pas ce qu'ils pourraient faire pour republier des trucs de chez lui, mais Une vie impossible, c'est ce qui est le plus récent, finalement, puisque c'est sorti en 2024, en anglais, donc je pense que c'est son dernier roman. Mais voilà, pour Matt Haig, en tout cas, moi, vraiment, je me régale, c'est trop, trop bien. Donc ce soir, je prends la voiture, je lis le Éric Foissier. Demain, transport, je lis ça. Samedi, Ormesson, je lis Les Nuits de la Peur Bleue. Et dimanche, bah, peut-être que j'entame Le Prix des 18. Voilà. On est samedi après-midi. Je viens conclure cette semaine de vlog. J'ai gardé mon écharpe parce que j'ai froid. Je suis rentrée de Noir-sur-Ormesson. C'était trop cool. Mais c'était trop court. En fait, il y avait vraiment beaucoup de monde. Je vais vous débriefer après. Je commence déjà par vous dire que j'ai terminé Les Radley de Matt Haig. Alors, la fin m'a un peu déçue, j'avoue. Mais tout le bouquin est vraiment chouette. C'est encore une fois très divertissant. Matt Haig creuse un peu ses personnages. Et du coup, bah, c'est plutôt addictif, les chapitres étant courts, ça se lit vraiment tout seul, et j'ai beaucoup aimé, même si voilà, je suis un peu déçue par la fin. Je trouve pas la fin extrêmement, je vais pas dire cohérente, mais réussie et comment dire, crédible, voilà. Ça casse un peu le truc, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture. Attendez, j'arrive. Voilà, donc quand même une très bonne lecture, très divertissante encore une fois, avec des personnages plutôt un peu caricaturaux, mais en même temps ce que je disais c'est qu'on attend ça de ce roman-là, donc finalement ça fonctionne. Voilà, très divertissant, très chouette. Je vais quand même avancer un peu Une vie impossible, je pense. Je ne sais pas quand, mais je le reprendrai. Et merci beaucoup Nami pour cet envoi, parce que je serais peut-être passée à côté si je n'avais pas reçu. Je ne savais pas, j'ai vu qu'il y avait un film aussi qui était sorti, j'en ai absolument pas entendu parler. Je ne sais pas si vous avez vu le film, ou peut-être vous avez lu le livre, je ne sais pas, parce qu'il est sorti en 2010 hein, chez Albin Michel. Donc peut-être que vous l'aviez déjà vu passer, peut-être déjà lu. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. C'est là-bas. Lorsque tous trahiront, je le commence ce soir, peut-être, ou demain. Et on va peut-être se lire un manga avec Estelle, un ou deux mangas là, ce week-end. Moi j'ai Céline, qui est un manga sur une Française à l'époque des années 50, ou je sais plus, je crois. Non, pas du tout. Attendez, je vais vous les chercher, ça sera plus simple. Céline, Une vie parisienne. C'est un tome 1, et je ne sais pas si les autres sont sortis. À Paris, une jeune fille de 14 ans, Céline, que l'on dit venir de la Lune, cherche ce qu'elle aimerait faire dans la vie. Armée seulement des enseignements de sa tutrice, elle se rend à la capitale et tombe par hasard sur un vieux monsieur. Il lui propose de travailler dans un domaine qui lui permet de toucher diverses professions. Dans un Paris du 19e siècle en plein essor, décrit-elle un tableau, arrivera-t-elle à trouver sa voie? Voilà, ça me plaît beaucoup au niveau du synopsis. Et sinon, on a ma mamie adorée. Voilà, que j'avais eu. Ah, j'ai mis tous mes petits marque-pages dedans. Et mes petits autocollants aussi. Et là, c'est plus tranche de vie, avec une mamie et sa petite fille au Japon, tout ça. Voilà, donc dans les années 80, j'ai l'impression. C'est ça, dans les années 80, exactement. Vivant une existence paisible dans le Japon des années 80, Ume et Kume sont inséparables. Cette grand-mère et sa petite-fille sont les meilleures amies du monde. Elles adorent passer du temps ensemble, à jouer, discuter, cuisiner et savourent les moindres instants de leur quotidien avec une tendresse et une complicité réconfortante. Voilà, ça a l'air très très bien. Inspiré des souvenirs d'enfance de son autrice, cette précieuse tranche de vie transgénérationnelle, tout en couleurs et pleine de sagesse et de bons sentiments. Quel plaisir d'observer leur relation si fusionnelle. Ça va être très mignon, je pense. Donc soit un des deux, soit les deux ce week-end, on verra. Sinon, Noir-sur-Ormesson. Donc, ça a lieu tous les ans. Cette année, c'était la 4e édition. Et toujours aussi cool. Voilà, c'était encore demain. Quand vous verrez ce vlog, je vais essayer de le poster dimanche matin. Donc, vous aurez encore la journée de dimanche pour y aller si vous voulez. Il y a 60 auteurs et vraiment, il y a une liste d'auteurs assez dingue cette année. Il y a beaucoup de la Ligue de l'Imaginaire. Il y a Henri Lovenbruck.
Alexis Laibsker, Nicolas Lebel, Olivier Norek, Nico Takian, et il doit y en avoir d'autres. Parce qu'en fait, ils vendent aussi le Pire des Noëls, un truc comme ça, qui est un recueil de nouvelles pour le Rire Médecin, qui est en collaboration avec quelques euros, je crois, reversés à l'association de Rire Médecin. Donc pour les fêtes, un peu comme le même principe de 13 à table, hein. Voilà, si vous voulez faire une bonne action, n'hésitez pas. Et en fait, moi, je l'ai vu en sortant. J'avais déjà payé mes bouquins et j'ai vu la table avec les bouquins. Je fais mince, bon, tant pis. C'est pas grave, j'étais avec mon fils, donc c'est pas très pratique non plus pour encore attendre et faire dédicacer le livre. Donc, je l'ai pas pris, mais voilà, vraiment, c'est un super festival, enfin, super salon de toute façon. Et là, cette année, il y avait du très très beau monde et il y avait notamment le prix Noir-sur-Ormesson qui, cette année, a été remis à La colère d'Izanagi de Cyril Carrère, que moi j'avais déjà lu, et maintenant il a un beau bandeau, prix Noir-sur-Ormesson 2024, donc j'ai pu faire dédicacer mon exemplaire, je suis très contente. Et on a parlé de son prochain livre, il m'a même donné une petite carte, mais je ne peux pas trop vous en parler parce que c'est un peu secret si vous n'avez pas lu le livre. Si vous avez lu le livre, ces cartes-là, vous savez qu'elles sont dedans, et j'ai pu en avoir une, donc je suis très contente. Et son prochain livre aura un thème aussi très sociétal japonais qui me tente énormément. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Ça ne sera pas tout de suite hein, parce qu'il est sorti. Oh, quoi que celui-là est sorti il y a bien un an quand même. Alors peut-être l'année prochaine il va sortir son nouveau. Je ne sais pas. Bref, en tout cas très envie de le lire et du coup je vous conseille absolument La colère d'Izanagi. Je suis allée voir également Angelina Delcroix pour lui prendre Mémoire d'un expert psychiatre. Il fait 600 pages, il est énorme, mais il me tente de dingue. Donc je me suis programmée pour février. Février, c'est le mois, petite lecture. Pavé, 600 pages, normal. Et ce que je lis, le résumé. Adam Jacoury est expert psychiatre près la cour d'appel. Alors cette phrase ne veut rien dire. Adam Jacoury est expert psychiatre près la cour d'appel de Lyon. Voilà, je pense qu'il y a une faute. Je pense qu'il y a une faute, ça craint quand même dans une 4e de cour. J'aurais dû le signaler. Ou alors près de la cour d'appel ou auprès de la cour d'appel de Lyon. Bref. Arrivé en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jessie Moore, autrice de thriller. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne, près de la forêt de Hulgoat, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors, quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales et répercussions personnelles et familiales d'un tel métier, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour maladies difficiles et dans les labyrinthes psychiques qu'un expert est censé parcourir. Il me tente de fou. Et je suis également allée voir R.J. Laurie, évidemment, pour lui prendre un nouveau livre, qui est aussi un beau pavé, là. Ah ouais, 650 pages. Mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est Les Assassins. Donc on est là à New York en 2006. 4 homicides sont commis en 15 jours selon des modes opératoires très différents. Seul John Costello, documentaliste au New York City Herald, inépuisable sur les tueurs en série, voit un lien entre eux. Il a en effet découvert que chacun des meurtres a été perpétré à une date anniversaire, chaque fois celle d'un célèbre crime exécuté par un serial killer. D'après une procédure rigoureusement identique, d'accord. Épaulé par Ray Irving, inspecteur au NYPD, et Karen Langley, journaliste au City Herald, John va se livrer à la traque de cet assassin très particulier. R.J. Laurie poursuit son exploration du mal américain, interrogeant cette fois notre fascination pour les monstres. Voilà, donc très hâte aussi. Je vois qu'il y a des parties interrogatoires. Ok, donc voilà, il est super gros, mais ça me pose aucun problème. Et le titre original, ça s'appelle The Anniversary Man. Anniversary Man. Parce que s'il y a les dates anniversaires, voilà. Et là, c'est Les Assassins. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça. Il est sorti quand? 2009, ok. Voilà. Voilà pour mes 2 achats raisonnables de Noir-sur-Ormesson. Eh bien écoutez, je vous laisse là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne lecture à vous et n'hésitez pas toujours à me dire un petit peu ce que vous lisez. Si vous avez fait des salons récemment, je sais qu'il y a Colmar bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine. Est-ce que vous en avez fait d'autres? Est-ce que vous avez fait des rencontres avec des auteurs récemment?
Et puis voilà, racontez-moi un petit peu tout ça et je vous répondrai avec grand plaisir en commentaire. À bientôt!